Mon cœur, tu peux venir voir, j'arrive pas à partager le diaporama. Il est partagé, Philippe, hein. Ah, il est partagé? On voit bien effectivement Bon, le logo, etc. je vois pas la commande. Ah ouais, mais si tu as un module, un truc en plus, c'est pas dit. Ah bah, il y est. Il y est, a priori, c'est bon. Ok. Merci. Alors, nous allons commencer, comme vous en avez l'habitude, par une prière qui a notamment pour principale fonction d'élever notre vibration. Donc, prenez quelques instants pour bien vous asseoir, le dos bien calé et bien droit, les pieds posés au sol, les mains à plat et les paumes tournées vers le ciel. Respirez profondément, relaxez-vous. Inspirez l'amour et expirez tout le quotidien que vous venez de laisser. Inspirez, gonflez votre ventre, votre poitrine et expirez lentement. Seigneur Dieu, au seuil de ce temps que nous allons partager, nous prenons un moment pour nous rendre présents, que nos esprits s'ouvrent à ce qui doit être compris, que nos cœurs s'ouvrent à ce qui peut être transformé, et que chacun puisse trouver ici une parole, une idée ou un élan qui va éclairer son chemin. Donne-nous l'humilité d'écouter, de comprendre. Donne-nous la sincérité de nous laisser toucher et la liberté intérieure d'accueillir ce qui nous appelle à grandir. Que cet espace soit un lieu de respect, de profondeur et de vérité, où chacun puisse avancer un peu plus vers ce qui fait sens pour lui. Et que ce temps partagé porte du fruit dans nos vies et dans le monde. Ainsi soit-il. Ce soir, nous allons étudier les lois universelles pour aller ensuite vers la transformation de l'être. Et tout ceci, en fait, relève toujours du processus initiatique. La quête de sens dans ce monde contemporain a fait dire à André Malraux, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et dans ce monde occidental, c'est moins le cas au Brésil, mais dans un monde occidental qui se déchristianise, il n'y a paradoxalement jamais eu autant besoin
de spiritualité et de besoins aussi prégnants de trouver du sens à une vie qui n'a jamais autant donné l'impression d'en être dépourvue. Et la quête de spiritualité relève précisément d'un processus initiatique. Et pour démarrer tout processus initiatique, ça doit d'abord commencer par une prise de conscience. Et la toute première prise de conscience, peut-être la plus importante, est que la solution n'est jamais à l'extérieur, mais à l'intérieur de chacun de nous. Et se tourner vers l'intérieur de soi ne signifie pas fuir le monde, mais d'y retourner transformé. Il existe, on a commencé à le voir, de multiples voies initiatiques. Et la plus grande d'ailleurs, c'est la vie elle-même, qui se charge de nous apporter son lot d'épreuves pour nous donner autant d'opportunités d'amélioration de soi sur le chemin vers la perfection. Parmi toutes les méthodes, il y a la voie du microcosme, celle de l'infiniment petit, qui va consister à descendre en soi, on l'a vu dans différents précédents modules. Mais on a aussi la voie du microcosme, celle de l'infiniment grand. Et on a vu que ces deux voies sont complémentaires et on peut souvent l'illustrer par la formule « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Dans cette approche macroscopique, la tradition primordiale nous a transmis des connaissances séculaires sous la forme de deux voies d'enseignement, toutes deux complémentaires. On va commencer par la première, qui pour autant en fait est la plus moderne des deux. Ce sont les 7 principes structurels que sont les lois du Kybalion. Et de l'autre côté, on va étudier les 12 modalités d'expression de l'univers, qu'on appelle aussi les 12 lois harmoniques universelles. Et ces deux voies, ensemble, doivent être appris et utilisés concrètement en vue de notre élévation spirituelle personnelle, mais aussi collective. D'ailleurs, ces lois, elles sont largement utilisées et vulgarisées dans le domaine du coaching et du développement personnel. Je m'en suis énormément servi dans une ancienne vie professionnelle. Et finalement, que ce soit par l'une voie ou l'autre, les 7 lois que l'on va voir ou les 12, l'objectif est de comprendre comment passer consciemment du moi, c'est-à-dire de l'ego adaptatif et limité, au soi, qui désigne la totalité intégrée et le centre véritable de notre être. Donc commençons par les lois hermétiques du Kybalion. Le Kybalion, en fait, c'est un ouvrage qui est attribué à Hermès Trismégiste, mais qui en réalité a été rédigé par des personnes qui ont voulu garder l'anonymat, rédigé par des personnes qui se sont appelées les 3 initiés. Et c'est un livre qui a été écrit en 1908 et on est quasiment sûr que l'auteur principal, c'est William Rooker Atkinson. Et donc, certains pensent qu'il l'a écrit tout seul et d'autres pensent qu'il a été réellement aidé par 2 autres initiés. Et auquel cas, donc là, on n'en a pas la preuve. Autant on est quasiment sûr que du premier, mais les 2 autres, en fait, sont moins consensuels. Et il s'agit de Paul Foster Case, dans le premier cas, et Michael Whitty. Mais tout ça, ça reste encore spéculatif. Et donc, qu'est-ce que ces lois du Kybalion? Les francs-maçons, en fait, donc, appellent ces lois-là les lois gnostiques. Ça se retrouvera plus tard dans les hauts ateliers. Et le premier principe décrit par le Kybalion, c'est le principe du mentalisme. Le tout est esprit et l'univers est mental.
Ce premier principe pose que toute la réalité trouve son origine dans la conscience. Et l'implication initiatique, elle est très directe. La transformation commence dans l'esprit de celui qui cherche à grandir. Pour appliquer cela, très concrètement, ça va consister à assumer pleinement la responsabilité de ses pensées et de ses intentions. Car ce que l'on nourrit intérieurement va façonner ce que l'on attire et créer extérieurement. La deuxième loi, le deuxième principe, c'est celui de correspondance. C'est ce principe-là qui fait dire, c'est le premier article en fait de la table d'émeraude de Ernest Trimégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour réaliser le mystère de la chose unique. Et ce principe, il établit un lien de miroir entre les différents niveaux de réalité. Son implication initiatique, c'est que le monde extérieur reflète fidèlement ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'il est tellement important de descendre à l'intérieur de soi-même, parce que autant on n'a pas de prise sur l'extérieur, en revanche, la seule personne sur qui on a réellement, éventuellement, une prise, c'est soi-même. L'application qui va en découler, c'est le retrait de toutes les projections. Ce que nous critiquons ou admirons chez les autres nous parle d'abord de nous-mêmes. Le troisième principe, c'est celui de la vibration. Rien ne se repose, tout bouge et tout vibre. Ce principe nous enseigne que tout dans l'univers est une énergie en mouvement permanent. L'implication, c'est que nous ne sommes pas des êtres fixes et figés. Concrètement, cela va consister donc à travailler à l'élévation de sa propre fréquence vibratoire, notamment à travers la qualité de nos pensées, la qualité de nos émotions et la qualité de nos actes. Le quatrième, c'est le principe de polarité. Tout est double et toute chose a deux pôles. Ce principe s'illustre par des opposés familiers, et d'ailleurs le premier, c'est souvent un débat de fond, parce que en fait, à l'extérieur de soi, quand vous parlez aux uns et aux autres, surtout au niveau des religions, on va avoir tendance à dissocier le bien et le mal. On dit généralement qu'il y a Dieu d'un côté et puis le diable de l'autre. En réalité, ces deux principes, ce sont les deux pôles opposés d'une seule et même force. Donc le bien et le mal, l'ombre et la lumière, le froid et le chaud. Ce sont en fait donc des polarités extrêmes d'une même chose à la base. Donc l'implication sur le plan de l'initiation est totalement liée au concept de Carl Gustav Jung d'intégration de l'ombre. Plutôt que de rejeter l'un des deux pôles, nous sommes invités à transcender les oppositions apparentes et à reconnaître leur complémentarité fondamentale. C'est ça le sens profond du mariage alchimique de Christian Rosecroix. Marier en fait les deux opposés que nous avons en nous, le masculin et le féminin, ou bien en fait le conscient et l'inconscient. Le cinquième principe, c'est celui du rythme. Toute chose a son flux et son reflux. Donc ce principe, il est aussi appelé le principe des cycles. Donc, il y a des cycles naturels de la transformation. Donc là, l'implication initiatique est double. Il va s'agir d'accueillir les phases d'avancée comme les phases de stagnation et de faire preuve de patience quand rien ne semble bouger. Et toute période de latence prépare silencieusement la prochaine vague de changement. Donc, autrement dit, je vais vous citer mon père, il disait, quand on est tout en haut, l'étape suivante, c'est que ça, on va tomber. Et quand on est au fond,
eh ben, on ne peut pas aller plus profond que ça. Donc, il n'y a plus qu'à donner un coup d'effort en fait, au niveau des jambes pour pouvoir remonter jusqu'à la surface. Et donc, tout a un cycle, comme le cycle des saisons, mais aussi la vie humaine, c'est un cycle. Et ce cycle, c'est naissance, développement, maturité, déclin, et puis la mort qu'on va préférer appeler désincarnation. Le principe suivant, le 6e, c'est le principe de cause et effet. Toute cause a son effet et tout effet a sa cause. Donc, par définition, si on applique ce principe à la lettre, s'il y a une création, il y a forcément un principe créateur, quel que soit le mot que l'on met derrière. C'est pour ça que je m'efforce souvent de dire aux athées qu'en réalité, quand ils disent qu'ils ne croient en rien, ils ne font qu'une profession de foi, parce que croire en rien, ça revient à croire en quelque chose. Donc ce principe de cause et d'effet, il va pouvoir nous permettre de comprendre que rien n'arrive par hasard. Et l'implication initiatique, là, elle est puissante, parce qu'elle va nous mettre fin à la posture de victime. Reconnaître que chaque situation trouve sa cause dans une action ou une attitude antérieure qui va donc nous permettre de reprendre le pouvoir sur notre trajectoire et de devenir l'auteur conscient de notre vie. Alors dit comme ça a l'air facile. En réalité, et c'est pour ça que je parle souvent de choses opératives, c'est extrêmement difficile de mettre en œuvre en fait des choses en théorie. Pardonnez-moi par avance si j'ai encore d'autres quintes de tout, mais c'est un gentil cadeau de mon épouse. Le 7e principe, c'est le principe de genre. Et le genre, il est en tout. Tout a un principe masculin et féminin, et c'est important de le comprendre parce que ça permet aussi de comprendre le sens caché des écrits religieux. Je pense notamment quand on parle de principes masculin et féminin, ces deux principes, ils coexistent dans chaque personne, que ce soit un homme ou une femme. Ce principe, il éclaire la dynamique intérieure de tout être humain. Donc, au niveau de l'initiation, il va s'agir de réussir l'union des contraires en soi. Le principe féminin, il symbolise l'action, la volonté et la direction, tandis que le principe féminin représente la réception, la gestation et l'intuition. Et l'application va consister à trouver et maintenir un équilibre harmonieux entre l'initiative et la réceptivité. Donc ces 7 principes, si j'ai choisi de commencer par les plus modernes, donc la présentation par Seth du Kybalion, c'est parce que j'ai trouvé une certaine cohérence dans le sens où ces 7 lois du Kybalion servent de base, et ensuite les 12 lois sont en quelque sorte le déploiement de ces 7 premiers principes que l'on a rencontrés. Mais en réalité, les 12 lois hermétiques, les 12 lois universelles ont précédé celles du Kybalion. On va le voir, mais la première fois qu'on en a parlé, c'était au IIe siècle. Donc, même si les auteurs du Kybalion sont postérieurs, il était logique pour moi de les présenter en premier, car ça a été conçu pour être une forme de synthèse, une mécanique de base. Et autrement dit, nous passons du principe à l'expérience vécue. Donc, ces lois ou ces modalités, donc ces 12 lois ou modalités ont été retranscrites en 4 phases, que sont l'éveil, la mobilisation, la transformation et l'intégration, déployant au total donc 12 modalités opérationnelles que l'on appelle donc les 12 lois universelles. C'est le nom qu'elles portent généralement dans la tradition primordiale, mais certains auteurs plus modernes vont les baptiser, par exemple Aline Grandmaison en 2011,
qui va les appeler les 12 lois harmoniques universelles. Et souvent, on a des auteurs modernes qui vont vous citer ces 12 lois en changeant en fait parfois de nom, mais en réalité, en fait, il s'agit toujours des mêmes qu'on va en fait donc présenter de manière un petit peu nuancée d'un auteur à un autre, mais elles apparaissent pour la première fois dans le Corpus Hermeticum au IIe siècle. Et au fil du temps, donc, comme je vous le disais, différents auteurs les ont remaniés, mais davantage sur la forme que sur le fond. Donc la première phase que l'on va voir, l'éveil, elle va regrouper donc les 3 premières lois. Et la première, c'est la loi de l'unité. Donc, cette loi commence par une prise de conscience fondamentale, celle d'une unité qui en réalité se trouve être une totalité qui nous dépasse. Tout est interconnecté dans l'univers, donc chaque action individuelle va influencer l'ensemble. L'être humain est une partie du système global, et cela que l'on parle de la société humaine, ou bien de la planète, ou de l'univers tout entier. Et c'est cette loi-là qui nous permet de comprendre que nous sommes acteurs non seulement en fait de notre destin, mais que tout ce que l'on va penser, tout ce que l'on va dire ou tout ce que l'on va se comporter en fait finalement de la façon dont on va se comporter va avoir un impact, qu'on le veuille ou pas, sur le système en globalité. On pourrait appeler ça l'effet du battement d'aile du papillon. La deuxième loi, c'est la loi de l'intention. Et ça, c'est très important parce que cette loi-là, on s'en sert tout le temps quand on travaille notamment en médiumnité ou en apométrie. C'est cette loi-là qui va nous permettre de comprendre que ce que l'on fait a réellement une portée concrète dans le monde en fait de l'invisible. Et cette loi de l'intention, elle nous fait comprendre qu'on peut manier les énergies, mais il faut veiller à leur orientation consciente au moyen d'une intention parfaitement identifiée. En pratique, cela commence par une déclaration d'intention claire, par exemple, apporter du soulagement et de la paix autour de soi, dans l'objectif, par exemple, d'atténuer une douleur, par exemple, quand on coupe le feu, par exemple, cette intention, elle doit être très claire au départ. L'intention doit ensuite être suivie d'une action qui doit être alignée par rapport à cette intention, car les résultats ne proviennent pas uniquement de la pensée, sinon ce serait trop simple. Ça se passe comme ça, pourtant, une fois qu'on désincarnera dans le monde des esprits, la pensée suffira à elle seule. Mais pour l'instant, sur ce plan incarné, une action concrète est nécessaire pour manifester un changement. Donc l'application de cette loi, elle va nous inviter à transformer l'intuition et l'intention en actes concrets, selon la formule « aide-toi et le ciel t'aidera ». La troisième loi, c'est la loi de la correspondance. Et cette loi, elle agit comme le miroir du monde. Les différents niveaux de réalité se reflètent mutuellement et la formule traditionnelle « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » en est le symbole. Cette loi va relier le microcosme, c'est-à-dire l'individu, et le macrocosme, autrement dit l'univers. Et l'application va consister à observer les schémas intérieurs pour comprendre les situations extérieures. Nos conflits intérieurs se lisent souvent dans les conflits que nous rencontrons autour de nous. Deuxième phase, qui va regrouper les lois 4 à 6, c'est celle de la mobilisation. Et la première, c'est peut-être une des lois que l'on connaît le plus, enfin en tout cas en fait celle dont on parle très souvent en fait au travers des livres ou des différents professionnels notamment du développement personnel, c'est la loi de l'attraction que l'on appelle aussi la loi de la résonance. Et tout ce qui vibre ensemble s'assemble. Les énergies similaires s'attirent mutuellement et nos pensées comme nos émotions attirent des expériences de nature similaire.
Donc, si jamais, par exemple, on va vibrer d'énergie négative, on rencontrera des gens négatifs. Si on cultive en soi justement le positif, on va attirer des gens qui vont être dans la même vibration. Et ça, c'est une loi universelle, celle de l'attraction. Et elle a été popularisée notamment par le mouvement de manifestation et notamment par le livre Le Secret de Rhonda Byrne. Et son application, elle repose sur la visualisation positive, l'affirmation positive et la focalisation consciente sur ses objectifs. Et en pratique, ça va impliquer d'identifier ces patterns relationnels pour comprendre ce que l'on attire dans sa vie. Donc c'est toujours pareil, hein, chaque fois que l'on va rencontrer un problème à l'extérieur, la solution, elle se trouve à l'intérieur de soi. La deuxième loi, la loi numéro 5, c'est la loi de la vibration. Tout dans l'univers est une énergie et une vibration. Chaque objet, chaque pensée et chaque émotion possèdent une fréquence propre. Les états vibratoires influencent directement l'expérience vécue. Et pour cette raison, nous devons cultiver des états émotionnels élevés, tels que la paix, la gratitude et la joie, afin de modifier notre état interne et influencer positivement notre perception du monde. Cette loi requiert une véritable discipline corporelle et énergétique. Mais c'est aussi cette loi, par exemple, qui va donner une explication sur le fonctionnement, par exemple, de la chromothérapie ou bien en fait de la sonothérapie. Parce que en fait, chaque note de musique va être dans une certaine fréquence. Et donc, ça va donner une explication au comment ça marche. La loi de la création consciente. Cette loi affirme que nous sommes des co-créateurs de la réalité. L'évolution humaine dépend directement du niveau de conscience de chaque individu. Donc plus la conscience s'élargit et plus les comportements deviennent harmonieux. À l'inverse, l'ignorance et l'inconscience génèrent les conflits et les déséquilibres. Donc cette loi, elle nous invite donc à prendre pleinement conscience de ce pouvoir créateur que nous avons. La phase 3, c'est la phase de transformation qui va regrouper les lois 7 à 9. Et la première, c'est la loi de la polarité ou la loi du genre. Le moment clé de cette loi, au niveau individuel, est ce que Carl Gustav Jung a appelé la kènose. C'est la phase de dépouillement du soi, du moi, pardon. Et en pratique, ça correspond à la rencontre et à l'intégration de l'ombre. Tout possède en effet, on a vu avec le Kybalion, deux pôles opposés mais complémentaires. Le chaud et le froid, l'amour et la haine, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. L'application de cette loi consiste à comprendre que les opposés sont les deux faces d'une même pièce et non des ennemis à combattre. Par ailleurs, toute chose contient un principe masculin et un principe féminin, deux termes qui sont ici symboliques. Le masculin représente l'action et la direction, et le féminin représente la réception et la gestation. Et l'application va consister à trouver l'équilibre entre les deux. Donc, ça n'est pas une affaire de sexe, c'est une affaire en fait d'énergie que l'on a tous en chacun de nous. La 8e loi est la loi de l'équilibre, qu'on appelle aussi la loi de la compensation. Et cette loi, elle décrit un principe d'autorégulation psychique. Les effets d'une action reviennent proportionnellement à l'intention et à l'effort déployé. On parle souvent de récolter ce que l'on a semé. L'application de cette loi, elle nous invite à pratiquer la générosité et la création de valeur, non pas pour soi, comme cela prévaut dans ce monde d'expiation,
mais pour autrui, en vue d'atteindre le monde de régénération à venir. Et la simplification volontaire de ses désirs et besoins en est une pratique concrète. La 9e loi est celle du rythme. Donc, ça peut paraître redondant, mais justement, ça vous prouve que le Kybalion est venu puiser sa source et sa compréhension dans ces 12 lois dont il a fait une synthèse. Tout dans l'univers fonctionne selon des cycles. On en trouve des exemples à tous les niveaux, les saisons, les cycles économiques, les cycles émotionnels. Et cette loi nous invite à apprendre à travailler avec les cycles naturels plutôt que contre eux. Donc son application va être de respecter les temps de latence. Ces phases qui sont en apparence silencieuses, où rien ne bouge, mais qui correspondent pourtant à des cycles de mort et de renaissance intérieure. Et enfin, la 4e phase, avec les lois de 10 à 12, c'est tout d'abord la loi de l'évolution, aussi appelée la loi de la transformation. Et cette loi, elle affirme que l'énergie peut être transformée d'un état à un autre. Par exemple, la peur peut être transmutée en courage, la colère en motivation. Et nous devons donc nous appliquer à transmuter nos émotions et nos pensées négatives, plutôt qu'à vouloir les réprimer. En pratique, ça correspond à construire un récit de la transformation, à donner du sens à ce qu'on a traversé pour en tirer une maturation durable. La loi de cause à effet. Chacune de nos actions produit une conséquence. Elle figure en fait dans le Kybalion. Dans certains systèmes spirituels, cette loi est associée au concept de karma. Et son application repose sur la responsabilité personnelle. Nous devons impérativement prendre conscience de nos choix et en assumer pleinement les conséquences. Cela revient à endosser sa responsabilité créatrice et ça peut se traduire concrètement par des actes de réparation envers ceux que nous avons pu blesser. D'où l'importance de savoir pardonner. Et la 12e loi, c'est la loi de l'amour et de la cohésion. La loi d'amour, également appelée loi de la cohésion, elle affirme que l'amour est la force fondamentale qui unit et maintient l'univers. Elle agit comme un principe d'attraction harmonieuse qui relie les particules, les êtres vivants, les consciences, les systèmes sociaux et le cosmos tout entier. L'idée centrale est que la cohésion universelle repose sur cette force d'unification, et cette force, c'est l'amour. Un amour qui engendre l'empathie, la coopération et la solidarité. Et son application ultime est la mise en service au-delà de soi et pour autrui. Mais je vous rappelle aussi, en fait, d'utiliser la langue des oiseaux. Amour, c'est aour, et aour, c'est aor, c'est-à-dire la lumière. Autrement dit, en fait, la lumière et l'amour, avec un A majuscule, c'est la force créatrice, en fait, de l'univers au premier jour. Au niveau, en fait, de la cartographie jungienne, de tout ce que l'on vient de voir, on va pouvoir, en fait, parler de ce processus d'individuation en 4 mouvements. Avec tout d'abord le moi adaptatif. Et ce moi, il est indispensable. Donc, on n'a pas à le tuer, mais c'est une construction qui est nécessaire, mais qui devient rapidement limitante. Et dans un premier temps, nous nous identifions aux rôles sociaux que nous devons jouer et nous créons des masques, on l'a vu déjà dans un précédent module, pour nous protéger, et ce, afin de nous faire accepter. Puis vient inévitablement un signal d'appel ou bien un signal d'alerte, souvent sous la forme d'une crise de sens et d'une insatisfaction profonde qui ne peut plus être ignorée. Donc à partir de ce moment-là, apparaît la 2e étape, où il va falloir descendre en soi et
aller à la rencontre de son ombre. L'ombre, dans la psychologie de Jung, désigne tout ce que le moi refuse de voir en lui-même. Donc, ce sont les parts rejetées, nos blessures qui sont non intégrées ou nos désirs inavoués. Ce refus se manifeste typiquement à travers les projections. Ce que nous ne supportons pas chez l'autre est souvent ce que nous refusons d'admettre en nous-mêmes. Le travail de cette phase consiste donc dans le retrait progressif de ces projections et dans l'acceptation courageuse de ce que nous avons longtemps nié en nous-mêmes. La phase 3, c'est la kénose, c'est-à-dire le dépouillement central. Rappelez-vous, on l'avait abordé dans un précédent module là aussi, cette phrase de Jésus, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Donc souvent, ça a été pris au sens littéral et on disait que le royaume des cieux était réservé en fait aux simples d'esprit dans le sens de un peu bête. Il ne s'agit pas de ça. On ne peut remplir une coupe qu'à partir du moment où elle a été préalablement vidée. Et la kénose, elle désigne la phase d'effondrement des images de soi. C'est souvent une traversée douloureuse du vide où les anciens repères et les anciennes certitudes vont s'effondrer. La clé de cette étape, c'est d'accepter de ne plus être le centre et de laisser tomber les illusions de contrôle et de grandeur. Et ça, ce sont des constructions de notre moi. Et c'est précisément dans le dénuement que quelque chose de plus vaste va pouvoir commencer à émerger. Et qu'est-ce qui va émerger? Ça va être le soi. Après la traversée, une réorganisation va s'opérer autour d'un centre plus vaste que ce moi. Le moi ne disparaît pas, mais il va changer de place. Désormais, il n'est plus le maître, mais il devient le serviteur d'une intelligence intérieure plus profonde. Et le fruit de ce processus, c'est ce que Jung appelait l'autorité intérieure silencieuse. Autrement dit, une stabilité profonde et tranquille qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Donc, si on parle maintenant du processus du parcours initiatique contemporain, au travers de ces 12 lois pratiques donc, de transformation, à ce moment-là, en fait, on va pouvoir les décliner de la manière suivante, toujours en gardant ces 4 étapes, avec, en tout premier lieu, l'appel et la préparation. La première étape, l'appel, cette première étape, elle va correspondre au moment où on perçoit qu'un cycle arrive à sa fin. Il peut s'agir, il peut se manifester par un malaise diffus, une insatisfaction persistante, d'un événement de rupture ou bien d'une aspiration profonde qui ne peut plus être ignorée. Les signes donc sont multiples. On peut ressentir une fatigue durable, une perte de sens, une tension intérieure croissante, et l'écart entre la vie actuelle et ce qui demande à émerger devient de plus en plus difficile à combler. Et cette étape essentielle est ici d'écouter cet appel plutôt que de le refouler et finalement d'accepter que la transformation est inévitable. La deuxième étape, c'est la désorientation. C'est accepter en fait la perte de repères. Une fois l'appel reconnu, les anciens repères vont commencer à se fissurer. Et là, dans cette étape, tout devient inconfortable parce que ce qui était stable devient incertain, ce qui semblait définitif révèle ses fragilités. C'est la phase où on va déconstruire ces anciennes certitudes, ce qui produit un sentiment de confusion et d'instabilité. Et ça peut être difficile à traverser. Et pourtant, le doute joue un rôle essentiel dans le processus de transformation. Et l'enjeu de cette étape est d'apprendre à tolérer l'incertitude sans chercher
à la refermer prématurément. L'étape suivante, c'est celle de la résonance, où on doit identifier ce qui nous active véritablement. Et dans le brouillard de la transition, certaines choses vont résonner plus fortement que d'autres. Des idées, des rencontres, des lectures, des expériences. Et ces résonances, elles vont agir comme des indicateurs du nouveau chemin qui se dessine. Elles éveillent l'énergie là où la fatigue dominait. Et ce sont des signes d'alignement intérieur qu'il convient d'apprendre à reconnaître et à accueillir. Et cette étape, elle va consister à identifier ce qui nourrit la vitalité et à écouter attentivement les intuitions émergentes. Et enfin, la mise en mouvement. Il va nous falloir canaliser l'énergie qui est disponible en nous. Une fois certaines résonances clairement identifiées, il devient alors possible de transformer l'énergie intérieure en action concrète. Il s'agit alors de passer de la réflexion à l'expérimentation en appliquant par exemple la méthode des petits pas, plutôt qu'en cherchant le plan parfait immédiat. L'élan intérieur permet d'initier le changement sans attendre d'avoir tout résolu à l'avance. Donc l'objectif est simplement de mettre le processus en marche. Le deuxième tiers, c'est la traversée, avec tout d'abord le contenant, où on va créer un cadre pour la transformation. Et cette transformation, elle nécessite un espace sécurisé où elle peut se déployer sans être constamment perturbée. Et il s'agit de mettre en place des rituels ou des pratiques régulières qui vont créer une continuité et définir un cadre temporel ou bien relationnel stable. Et ainsi, on va trouver des soutiens adaptés, qu'il s'agisse d'un accompagnement de type coaching, d'une communauté de pratique ou bien d'un espace thérapeutique. Construire un environnement favorable au changement, c'est une condition essentielle à la réussite de la traversée. Ensuite, le dépouillement. Cette phase est aussi appelée la nuit obscure de l'âme. Et elle correspond à un moment profond de déconstruction intérieure. Les anciennes identités et les vieilles croyances vont se dissoudre progressivement. L'initié doit affronter l'abandon des illusions ou des rôles anciens. Et la confrontation avec ses peurs et ses limites et une perte temporaire de sens va être complètement difficile à surmonter, mais nécessaire. La transformation est ici vécue comme un processus de dépouillement, donc on ne sait plus très bien qui l'on est, mais on commence à sentir qui l'on pourrait être. Puis vient l'étape de la régulation, c'est-à-dire la stabilisation dans le vide. Après la phase intense du dépouillement, il va être nécessaire de stabiliser l'expérience intérieure plutôt que de fuir vers un nouveau remplissage. Ça demande d'apprendre à rester présent dans l'incertitude, à être patient et à développer des pratiques de régulation. Donc là, on va apprendre la respiration, l'attention, l'ancrage et habiter le vide sans chercher à le remplir immédiatement. L'objectif va être de construire une nouvelle stabilité intérieure plus souple et plus authentique que l'ancienne. La réanimation, c'est le retour progressif de la vitalité. Là, une nouvelle énergie va commencer à émerger et les idées reviennent. L'envie d'agir se réveille. La créativité refait surface progressivement. C'est le retour de la motivation, l'apparition de nouvelles perspectives, la redécouverte du désir. Cette renaissance de la vitalité intérieure est le signe que la traversée touche à sa fin et que le dernier tiers du chemin peut alors s'ouvrir.
Et donc, le dernier tiers, c'est celui de la renaissance. C'est avec la première étape qui va être la reconfiguration. C'est un nouveau sens qui va émerger. Les éléments de l'expérience commencent à se réorganiser autour d'une nouvelle compréhension de soi et du monde. Il s'agit de donner du sens à ce qui a été traversé, de recomposer son identité à partir de ce qui a résisté à l'épreuve. Ça va consister à identifier la nouvelle direction et de clarifier ses valeurs et ses priorités. Le récit de sa vie se réécrit à partir d'un centre plus profond et plus authentique. L'étape suivante, c'est celle de la responsabilité, où il va falloir assumer sa part créatrice. La transformation, elle va impliquer de reconnaître pleinement que nous sommes co-créateurs de notre trajectoire. Et cette étape demande de choisir consciemment ses engagements, de sortir définitivement de la posture de victime et de prendre la responsabilité de nos choix, même ceux qui ont été douloureux. Agir en cohérence avec la nouvelle vision devient désormais notre boussole de toutes les décisions. L'étape suivante, c'est celle de la réintégration, celle du centre retrouvé. Les différentes dimensions de l'expérience, qu'elles soient cognitives, émotionnelles, corporelles ou spirituelles, se trouvent désormais intégrées et une nouvelle stabilité intérieure apparaît. L'alignement entre pensée, émotion et action devient de plus en plus naturel et une identité plus authentique émerge, capable de naviguer dans la complexité sans se perdre. Et le retour à un centre intérieur solide est désormais le fondement de toute action. La dernière étape, c'est le service, où il nous est demandé de revenir au monde afin de servir. La transformation personnelle, elle trouve son accomplissement lorsqu'elle devient utile au monde. Il s'agit de mettre ses apprentissages au service des autres, de partager son expérience, autrement dit, de transmettre à son tour et de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. La transformation individuelle devient ainsi un levier collectif, où l'initié ne garde pas pour lui ce qu'il a traversé, il le met en circulation dans le monde. Donc, 3 points essentiels résument l'esprit de ce parcours. Premièrement, l'initiation n'est pas un événement, mais c'est un processus. Elle est cyclique et elle évolue en spirale. Chaque traversée approfondit la compréhension et prépare une traversée encore plus profonde. Deuxièmement, le paradoxe central du chemin initiatique, c'est celui-ci. Plus on s'individualise, plus on se relie. Plus on lâche prise, et plus on trouve sa puissance véritable. Et troisièmement, l'initié ne doit pas fuir le monde. Il y revient au contraire transformé, disponible pour se mettre au service d'autrui, avec ce qu'il a appris, éprouvé et intégré. Donc l'initiation contemporaine ne consiste pas à quitter le monde, mais à y revenir autrement. Les lois universelles ne sont pas des dogmes à croire, mais des principes à expérimenter. Le passage du moi au soi n'est pas une illumination spectaculaire, mais une maturation silencieuse qui transforme notre manière d'être au monde. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'aimerais bien un petit peu avoir vos témoignages parce que j'ai vécu en fait personnellement toutes ces étapes et je pense comme nous tous, parce que nous sommes à un âge où on a vécu déjà plusieurs cycles et pour ma part en fait donc je peux complètement témoigner de toutes ces différentes étapes. Et pour les quelques initiés qui sont présents ce soir, ça correspond complètement à l'ensemble du processus. On est allé en fait pour être précis en fait jusqu'aux grades terminaux qui vous concernent.
Avez-vous des questions ou des commentaires? Bonsoir, Annie. Oui, je Bonsoir, t'écoute. bonsoir à tous. Bien, effectivement, les 7 principes de Hermès Trismégiste, voilà, et ils se rassemblent dans les bases du spiritisme, hein, parce que le travail de autoconnaissance, hein, c'est quelque chose qui doit être en harmonie, quoi. C'est le principe de l'équilibre, hein. Comme cette loi nous présente un travail d'équilibre, de connaissance des deux forces qui sont le même principe, hein. C'est comme la température, le chaud, le froid. Nous devons, je pense, de mon point de vue, voilà, de regarder, hein, à partir du moment qu'on prend l'initiative de notre connaissance, de la compréhension de cette loi pour avoir le sens de l'autoconnaissance. Quand on est en déséquilibre, c'est effectivement que quelque chose ne doit pas partir dans les extrêmes, mais toujours avoir le point d'équilibre. Et ces lois nous apprend à partir de qu'on s'approfondit dans ces informations, hein, dans la explication plus claire de chaque point de ces lois, à nous émerveiller avec les enseignements du spiritisme, de la Kardec et autant d'autres, quoi, hein, incarnés et désincarnés, quoi, hein. Et vous allez voir le sens là-dessus, quoi, hein. Merci, Annie. De rien, merci à vous. Rappelez-vous également le schéma de l'arbre kabbalistique pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Anani. Vous avez 2 colonnes principales que l'on appelle rigueur et miséricorde. Mais il y en a une troisième, en fait, qui n'est pas visible, c'est la colonne du milieu. Et cette colonne du milieu, elle s'appelle harmonie ou équilibre. Donc, autrement dit, cette loi du milieu chère à l'Asie, à l'Extrême-Orient, c'est une loi qui, effectivement, est très importante puisqu'elle permet de trouver l'équilibre entre les 2 pôles opposés d'une même force. D'autres commentaires ou d'autres questions? Oui, Janine. Bonsoir à tous. Déjà, Philippe, merci beaucoup pour la prière de début qui était magnifique. Et merci aussi pour le contenu qui est très riche et inspirant. Cela nous invite à un vrai travail sur nous-mêmes, reconnaître notre ombre, accepter ces moments de passage à vide et peut-être aussi comprendre ce besoin de kénose. Vraiment, c'est un travail super et j'avais juste une question par rapport à ton support ou à votre support, pardon de te tutoyer. Ah bah, Et c'est possible de le partager ou ça sera disponible sur la chaîne YouTube? oui, c'est une très bonne question. Je viens d'envoyer justement les modules en portugais. Mmh. Donc, comme je ne parle pas le portugais, je l'ai fait traduire par l'intelligence artificielle. Et donc, vous allez avoir les supports aussi des 12 modules précédents en français. Je vais les mettre sur le Drive. Donc, Merci beaucoup. vous aurez la retranscription en fait des différents modules. Encore merci. Merci à toi.
quand je vous ai dit que la vie était la principale initiatrice, en fait, on voit quand on décortique et quand on analyse ces lois que ça correspond exactement à ce que l'on vit, hein. La vie est un cycle, est fait de haut et de bas. Et donc, ça permet aussi de prendre conscience que les épreuves qui sont semées tout au long de notre route sont autant d'opportunités pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et parfois, ça nous entraîne en fait à être au fond du trou. Et ces lois, justement, nous donnent le processus opératoire, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons et au stade de la vie auquel nous nous trouvons. On peut faire l'analyse de cela, prévoir en fait la phase suivante, et parfois devoir accepter de faire le dos rond et de lâcher prise, parce qu'il y a des phases de latence qui sont nécessaires et indispensables dans un processus d'évolution. D'autres questions, d'autres commentaires? Mais si vous n'en avez pas, je vous propose de... Dominique, tu as fait signe? Oui, oui, Philippe. Tu Oui. m'entends? Oui. 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 Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet. Enfin, si c'est le sujet, parce que quand tu as parlé du principe de genre Oui. dans les 7 lois du Kybalion, en fait, ça m'a fait penser à ce qui se passe en ce moment où. Alors, je ne sais pas si c'est une mode, d'où ça vient, où on inciterait les enfants à justement à réfléchir, même s'ils sont garçons ou filles, de les faire réfléchir, savoir s'ils se sentent vraiment garçons ou filles. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça, parce que ça me fait poser beaucoup de questions, ça. Je ne comprends pas bien. Je ne sais pas si c'est vraiment le lieu là pour en parler, mais Oui, ben on peut. De toute façon, c'est un espace justement pour parler justement de l'évolution de soi. Donc, on est en plein dedans. Mais ouais. déjà, en fait, le premier commentaire que je voudrais faire, c'est que la question qui est posée, notamment par l'éducation nationale en particulier, c'est une question qui se pose donc vis-à-vis de l'individu à l'extérieur de lui. Et pour moi, en fait, donc c'est déjà une erreur. Parce que, en l'occurrence, en fait, donc le problème de genre, vous l'avez compris, il n'est pas à l'extérieur de soi, il n'est pas en fait simplement dans la corporalité, mais il est en fait dans la psyché. Donc, en fait, la question de genre, pour moi, en fait, c'est délicat. Mais là, on rentre dans d'autres choses qui sont beaucoup plus complexes que ça, et ça relève de l'organisation de notre monde. Et cette organisation, il y a l'officiel et il y a l'officieuse. Et donc là, ça risque de prendre en fait donc beaucoup de temps pour pouvoir répondre à ta question. Mais après, dans la question de genre, par exemple, si on veut parler notamment du voile des femmes ou de la burqa, par exemple, c'est une lecture littérale, par exemple, qui nous fait passer à côté en fait de l'essence profonde de ce que ça évoque. Par exemple, en fait, là, il s'agit, quand on applique cela à l'extérieur de soi, ça donne la burqa et le voile. Mais si on applique cela à l'intérieur de soi, ça prend un sens totalement différent. Parce que, en fait, donc, il ne s'agit pas de mettre un voile ou une burqa sur la femme à l'extérieur. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pour chacun d'entre nous de mettre un voile sur la part féminine quand elle s'exprime sous forme de passion. C'est-à-dire en fait que c'est une image et une métaphore pour nous faire comprendre qu'il faut qu'on arrive à canaliser cette part animale qui va nous inciter à réagir de manière violente. Donc, en fait, mettre un voile sur sa part féminine, alors c'est là où c'est un peu tendancieux parce que ça peut induire une connotation et il ne s'agit pas de dire que la femme est mauvaise, hein, comme le sens littéral de certaines religions veulent le faire, mais il s'agit de comprendre que le mauvais côté que nous avons, en fait, qui sont nos instincts,
nos bas instincts et notre part animale, c'est contenu dans la partie féminine de notre psyché. Donc après, c'est nécessaire de mettre un voile là-dedans. Mais quand on comprend cela, ça donne un sens qui est complètement différent et qui est un sens noble. Il s'agit de maîtriser en fait nos passions ou les transmuter encore mieux en énergie en fait positive. Oui, oui, je comprends bien. Bon, il y a une part animale aussi chez l'homme, hein. Mais complètement. C'est en ça Mais, qu'on a les deux pôles en nous. ouais. Oui, 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 bien sûr. Mais en fait, ce que je me demandais, c'était, tu vois, je me demande si, je veux bien, j'ose espérer, mais je pense que c'est pas ça, qu'en fait, ce souhait d'inculquer chez les enfants ce côté androgyne, hein, finalement, est-ce que c'est vraiment un souhait pour qu'on ait un éveil, etc., ou si c'est une nouvelle mode, ou je ne sais pas vraiment où ils veulent en venir. Voilà, c'était ça ma question, mais bon, c'est pas le moment d'en débattre, il y aura sûrement beaucoup à dire. Oui, c'est très très long. On pourra en parler en privé, mais ça demande beaucoup de temps pour approfondir cela. Oui, Merci Dominique. merci Philippe. Mon cœur t'a demandé la main, je crois. Oui, On est à part. oui, pour apporter un témoignage par rapport aux recherches que je fais depuis longtemps à travers le yoga et l'ayurveda. Et en fait, ce sont des connaissances qui m'apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses et qui sont tout à fait en corrélation avec ce qui a été dit ce soir. Et dans les sciences indiennes, on apprend qu'on a effectivement une polarité masculine, une polarité féminine, donc qui va être Ida, le côté lunaire, Pingala, le côté solaire. La voie du milieu va être apparentée à la Sushumna, qui va passer au centre de notre colonne vertébrale. Et dans ces connaissances, on parle également des cycles des saisons. C'est des connaissances anciennes qui ont été faites sur justement en observant la nature, en observant les saisons de près. Et il faut bien que l'hiver arrive pour permettre à la nature de se régénérer et de mieux s'épanouir au printemps. Et comme la nature, on a ces cycles, nous aussi. En fait, ces sciences reprennent également la connaissance que je vais dire basique sur les 5 éléments et offrent des outils très précieux pour moi, des outils concrets qui nous permettent de trouver un équilibre. Lorsqu'on a cette compréhension des éléments, on peut avoir justement des clés d'équilibre en connaissant notre nature propre. On a tous une nature qui est la nôtre, il n'y en a pas de meilleure que d'autres. Ce qui compte, c'est qu'on retrouve notre équilibre. Et quand on a un des éléments qui devient prédominant, cela déséquilibre l'ensemble. Et par contre, on va aller chercher dans un autre et on a des moyens d'action, que ce soit par rapport à des postures, à des souffles, à une alimentation, à des plantes, pour équilibrer les éléments. Et je trouve que c'est très précieux pour des techniques concrètes de connaissance de soi et d'outils pour retrouver un équilibre. Et donc, effectivement, en reprenant Ida, Pingala, le féminin, le masculin, on a tous une part masculine, une part féminine dès l'enfance, et quel que soit notre sexe physiologique, on va dire. Ouais, pour la parenthèse, pour ce qui se fait actuellement, je pense que je ne suis pas tout à fait en phase avec leurs intentions. Et je pense qu'il faut revenir aux connaissances profondes et surtout ce qui se fait depuis très longtemps. Philippe nous transmet la connaissance primordiale, l'Ayurveda, ça a 5000 ans. C'est bon de retourner à la base de nos connaissances pour se faire une opinion. Voilà. Le commentaire de Pascal, c'est
une belle introduction en fait du prochain module qui n'aura pas lieu le 27 puisque normalement, je l'espère, le Père Gérard sera remis, donc c'est lui qui fera la conférence prévue ce soir le 27. Moi, je vous retrouverai, je crois, le 10 avril. Et là, on reparlera de Ida Pingala et de Sushumna. Et surtout, en fait, on verra en fait un secret profond en fait de l'initiation. Je parle secret profond, société secrète. Voilà. Donc, ce sera la continuité en fait de ce que je vous avais promis dans un tout premier module. Là, on a commencé avec les glandes pituitaires et pinéales, puisque Ida en fait c'est la glande pituitaire. Enfin, Ida en fait donc se termine au niveau de la glande pituitaire. Pingala se termine au niveau de la glande pinéale. Et on a quelque chose à faire de très précis le long de notre colonne vertébrale. On le verra le 10 avril. Oui, ça part du chakra de la base au départ. Et donc, ce qui est intéressant également de voir, c'est que il est très important et très intéressant de faire un travail intellectuel de compréhension, mais revenir à un travail corporel et ancré dans la matière permet justement d'ancrer et de s'approprier la connaissance. Et pour moi, les deux vont de pair et se nourrissent mutuellement. Merci. D'autres questions, d'autres observations? Donc, je vous propose pour clôturer une prière de fin. Donc, prenez de nouveau une posture confortable. Relaxez-vous. Mon Dieu, au terme de ce chemin parcouru ensemble, nous prenons cet instant afin de reconnaître la transformation à l'œuvre. Nous avons entendu l'appel du changement. Nous avons traversé des moments d'incertitude. Nous avons laissé tomber ce qui n'était plus juste et accueilli peu à peu une nouvelle vision des choses. Que ce que nous avons compris devienne sagesse. Que ce que nous avons vécu devienne présence. Que ce que nous avons reçu puisse maintenant être offert au monde. Donne-nous la clarté pour suivre ce qui est vrai, le courage d'assumer notre responsabilité créatrice et la simplicité de servir la vie tout autour de nous. Que chacun reparte avec son cœur encore plus ouvert, son centre encore plus solide et un désir ardent de contribuer au bien de notre monde. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci Philippe. Merci à vous.
Bonne nuit tout le Merci. monde. Merci Philippe. Merci Pascal. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Philippe, bonne soirée. Bonsoir, merci. Merci Philippe, merci à tous. Bonne soirée. À bientôt. Soyez en paix. Bonne soirée à tout le monde. Bon week-end. Bonne soirée. Bon, Merci. Bonne soirée. bonne soirée. Merci Philippe. Bonne noite. Bonne nuit. Bonne soirée, merci beaucoup Philippe. Bonne soirée, Virginie. Bonne soirée. Bonne soirée, Bonne soirée, Marion. Marion.